Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello everyone, another episode of The Create and Me. Non, un autre épisode de Grillons à moi. Donc c'est Patrick Auguste avec vous encore une fois de plus. Et dans ce segment où on vous fait connaître davantage certains de nos acteurs, actrices de la communauté ici, de la communauté d'origine afro-caraïbe vivant dans la région en Ontario, on va dire. Donc aujourd'hui, on va recevoir pour vous la sénatrice Marie-Françoise Medji. Donc vous pouvez voir qu'elle est déjà avec nous. Comment allez-vous, sénatrice? Ça va bien, merci. Bonjour Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis content d'être avec vous. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir. Et sénatrice Medji, quand est-ce que vous êtes arrivée au Canada? Je suis arrivée le 26 novembre 1976. Oh, ça fait déjà pas mal de temps. Hein? Vous êtes bien enraciné ici, hein, je crois. Je pense que oui. Oui, moi je suis arrivé bien plus tard que vous, en 2004. Mais là, vous êtes jeune, vous. Merci. Alors, ça remonte à longtemps, vraiment, et ça remonte à très longtemps. Mais est-ce que vous vous rappelez vraiment de vos premières impressions quand vous venez de débarquer dans ce nouveau pays-là, au Canada? Oui, avant d'arriver, tout le monde me disait « Ah, ben là, il y a de la neige, il fait froid, il faut t'habiller comme il faut. » Comme à ce moment-là, j'étais à Paris chez mes cousines, alors elles ont magasiné avec moi pour me faire trouver un gros manteau en mouton retourné pour débarquer. Et quand je suis arrivée, les gens qui étaient venus m'accueillir, qui était mon oncle, Jean Sorel, à l'époque, son ami qui l'a accompagné, m'a apporté un autre gros manteau. Là, quand je suis arrivée, j'ai dit « Oh mon Dieu! » Et quand la voiture est sortie de l'aéroport, il y avait une pile de neige, cette date-là, ce que maintenant on voit moins. Mais vraiment, là c'était comme le choc. Mais le choc, mais c'était pas négatif, c'était comme une nouvelle chose que je découvrais. Et le choc d'après, c'était le 22 décembre de la même année, quand je suis sortie pour aller faire des emplettes et que sur le chemin du retour, parce qu'on marchait, et là, je ne sentais plus mes orteils. Et ça a été vraiment le grand choc. Non, je comprends. Surtout, on peut préciser que est-ce que vous venez d'Haïti à l'époque? Parce que c'était un climat je venais d'Haïti, oui. Ah oui, donc en Haïti, on sait qu'on a un climat tropical. Ça faisait vraiment un grand changement. Exactement. Mais le changement aussi, c'est au niveau du pays lui-même. J'arrive dans une ville multiculturelle. On voit de toutes les nationalités qui marchent dans les rues et tout ça. Donc, ça aussi, c'est nouveau. Mais oui. Et on apprend que c'est le multi. Quand je suis arrivée, j'étais en plein dans la période où René Lévesque, tout le monde avait le petit badge en avant de soi. Je suis québécois, je suis québécoise. Donc, c'était le moment où la lutte était chaude, la lutte de René Lévesque. Donc, ça aussi, ça m'avait impressionné quand je suis arrivée. Oui, de voir l'engagement de ces gens-là pour leur province. Pour leur province et avoir une nation, en quelque sorte, à l'intérieur du Canada. Oui. Alors, bon, après, c'est quand même ce défi face au froid, j'imagine, et puis, bon, cet aspect de multiculturel que vous avez constaté, j'imagine que en vivant ici, vous avez rencontré vraiment des défis comme nouvelle arrivée ici dans cette nouvelle terre d'accueil. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette époque-là et comment vous avez pu surmonter ces défis? Bon, à cette époque-là, c'était d'abord l'objectif de venir ici, c'était pour m'installer comme médecin et m'intégrer au système de santé québécois. Et là, l'autre choc qui est venu après, c'était « OK, vous allez attendre longtemps,
ça va prendre des examens à passer ou revenir au niveau des études universitaires où il y avait beaucoup de rumeurs aussi entre nous. Mais c'était la vraie affaire, c'était la non-reconnaissance du diplôme. Donc, il fallait faire des stages de reconnaissance et tout ça. Ça a pris du temps avant qu'on ait eu la permission de faire les stages. Et c'était ça le grand défi. Qui serait pris, qui serait pas pris. Il n'y avait pas une politique très claire pour savoir quoi suivre pour être pris. Donc, c'était des recommandations, des démarches. Il y avait un petit groupe qui commençait à faire des démarches, un petit peu de pression sur le Collège des médecins et tout ça. Donc, ça a été des défis à surmonter. Et comment, est-ce que vous vous rappelez de comment vous y êtes prise pour pouvoir, parce que là, vous avez eu une belle carrière quand même par la suite, vous êtes rendue à être sénatrice maintenant. Mais à l'époque, justement, de ce défi d'intégration professionnelle, pouvoir percer dans le monde médical, du moins trouver sa place, mais comment, qu'est-ce qui a été déterminant, vous vous rappelez dans ce cas, qui vous a permis de surmonter ces défis? Bon, le premier défi, c'était ça. Donc, quand j'ai eu la possibilité d'aller faire les stages, c'était les stages dans différents hôpitaux pour devenir comme mise à niveau de la façon dont un médecin fonctionne dans un hôpital québécois. Là, ça a été m'intégrer maintenant dans le système, une fois les examens passés et la licence obtenue. Et l'intégration dans le système, c'était OK, on regarde les différents postes disponibles parce qu'il y avait, il y a toujours une revue médicale qui décrit les postes dans tel hôpital, à tel endroit. Alors là, il était question d'un poste dans les CLSC et j'essayais de savoir entre nous, les nouveaux médecins arrivants, quelle est la place où j'aurais le plus de chances d'être embauché? Ça aussi, c'était un autre défi. Donc, j'ai posé ma candidature à un CLSC et même à 2 CLSC, mais il y en a un, quand je suis arrivée, c'était « Oh mon Dieu, enfin, il y a un docteur qui vient faire ce travail-là. » C'était le mot de la réceptionniste quand je lui ai dit que je venais pour une entrevue pour des soins à domicile parce que c'est ce qu'on demandait. OK? Parce qu'à l'époque, personne, en tout cas, les docteurs étaient beaucoup moins entichés de faire ce genre de travail-là parce que tout était hospitalo-centrique. C'était les gros appareils à l'hôpital, rien n'est bon en dehors de l'hôpital. Alors, c'était un courant d'idées qui passait. Donc, quand on dit à un médecin, tu vas faire des soins à domicile, c'était comme, OK, c'était comme une médecine de second ordre. Pendant longtemps, on s'est fait dire ça, même par nos propres collègues. Mais moi, je me suis dit, si je peux commencer par là, ben, je vais commencer. Et même à l'entrevue, la coordonnatrice des soins m'a dit, ben là, vous allez vous tourner les pouces, qu'est-ce que vous allez faire si vous n'aimez pas ça? J'ai dit, il faut que je commence d'abord, puis ensuite je verrai. Et quand j'ai commencé, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Là, je me suis dit, d'un coup que je trouve ma place. Mais j'ai commencé à aimer la clientèle que je fréquentais et j'ai trouvé que je leur rendais tellement service, je répondais à beaucoup de besoins. Ils ne pouvaient pas se déplacer pour aller chercher des soins et ils étaient lourdement malades. Donc, j'avais mon rôle à jouer. Donc c'est ça. Donc, j'étais contente d'être là et c'est à partir de là, et c'est ça qui m'a permis d'avancer. À mon avis, c'est faire quelque chose que d'autres ne voulaient pas faire. Et là, j'ai pu faire ma place. Et au fur et à mesure, à un certain moment, vous savez qu'à un certain moment, il y a eu un grand sondage pan-québécois qui demandait aux personnes âgées comment ils voulaient vivre. Ils disaient presque 80% ou même 90% disaient qu'ils voulaient rester chez eux dans leur milieu naturel le plus longtemps possible. Pour ça, il fallait
un médecin pour les suivre, des infirmières, une équipe multidisciplinaire qu'on trouvait dans les CLSC. Et c'est là que j'ai fait ma place tranquillement. OK. Donc, je comprends que, en fait, vous avez dû accepter de reculer un peu parce que, comme vous avez dit, les soins à domicile n'étaient pas valorisés à l'époque. C'est ça. Le faire. Donc, vous avez dû accepter de reculer et par la suite, vous avez trouvé, je peux dire, une source de motivation à l'intérieur de ce travail-là. Et vous, par cette clientèle hein, que vous avez complètement appréciée, ça vous a permis en quelque sorte, de servir de carburant, on peut dire, à votre énergie. Oh, mais c'est vraiment très remarquable. Je peux même vous donner, sans vous entrecouper, je peux même vous donner une petite phrase, une anecdote qu'une patiente m'a dit. Elle dit, mon Dieu, vous êtes jeune à l'époque, OK? Et puis là, elle m'a dit, mais c'est dommage, hein, je vous aime bien, mais quand vous aurez beaucoup d'argent, vous ne viendrez plus me voir à domicile. Donc, vous voyez déjà dans la tête des patients comment ils voyaient les soins à domicile pour un médecin. Oui, donc je comprends. Voyez-vous, c'est un peu comme ça. Oui, absolument. Donc, il y a combien de temps que vous vivez à Ottawa? Après ma nomination comme... Non, depuis maintenant, je veux dire... oui, ok, excusez-moi. Depuis 2016, depuis ma nomination comme sénatrice. Ah, ok, je parlais... ok. Ah, j'ai toujours habité Montréal. Ah, et ça fait environ combien de temps vous êtes à cette fonction? Peut-être 2 ans, il me semble. En novembre 2016. Ah, ok. En novembre 2016, j'ai été nommée et mon assermentation a été le 3 décembre 2016. Ah, d'accord. OK. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez constaté en ces 4 ans, peut-être, quelques changements depuis votre déménagement à Ottawa, je veux dire, dans la ville d'Ottawa? À Ottawa, comme tel, j'ai toujours été touriste au début. Donc, dans les 4 dernières années, les 3 et demi, je vois pas trop comme changement physique qui aurait pu arriver. Le changement physique que je vis, c'est justement le déménagement du Sénat, où on a transformé l'ancienne gare en salle, en chambre du Sénat. Et ça, c'est un grand changement parce que ça a modifié un peu aussi la circulation dans le coin. Mais l'architecture des rues, l'architecture des maisons, que j'aime bien en passant au centre-ville, est restée la même. Puis au niveau des personnes, parce que des fois aussi, on peut regarder les personnes, depuis que je suis arrivée, j'ai été en contact avec certains organismes communautaires et en termes humains, je pense que j'ai eu à fréquenter les organismes communautaires afro-canadiennes. Puis jusqu'ici, dans ces 4 ans, je trouve que c'est resté stable jusqu'ici. Oui, je comprends. Concernant votre travail de sénatrice, quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise au sujet de ce travail? La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que j'ai toujours travaillé en équipe multidisciplinaire. Et au Sénat, c'est pas que je m'y attendais pas, parce que quand on avait demandé les différentes candidatures pour le Sénat, on avait vraiment spécifié qu'on voulait différentes professions, des gens de différentes ressources. Donc là, c'est vraiment un large éventail de disciplines. On a des professeurs, des athlètes, des gens d'affaires, des gens de la fonction publique, des juristes, des avocats. Donc, c'est la multidisciplinarité fait que c'est vraiment très important parce qu'on peut avoir différentes sources d'informations, différentes idées. La même problématique ou le même sujet est vu sur différentes facettes, dépendant
de la formation de base de la personne en question. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. On gagne en écoutant les idées des autres, en disant « Ah, ben, j'avais pas vu cette facette-là. Du même problème, du même projet de loi. Niveau, je comprends. Qu'est-ce que la vie vous a appris sur vous et sur les autres? Non, ça, c'est une grosse question existentielle. Mais vous savez, la vie, on dit toujours, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas, des épreuves, des problèmes, des choses comme ça. Donc, on finit par apprendre que, premièrement, on doit rester soi-même et s'écouter, mais apprendre à écouter les autres. Ça, c'est très important parce que, ben, quand j'étais jeune, on nous disait toujours un petit proverbe, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Le petit frère, on doit l'écouter, même s'il n'a pas autant d'expérience que nous. Et c'est un peu ça. Donc, ça, je pense que c'est à travers la vie qu'on garde ça. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on découvre des éléments ou des événements qui nous le confirment. Donc, on voit que ce n'est pas juste un proverbe. C'est une réalité. Mais oui. Et s'il y a une chose, cependant, que vous aimeriez changer, ça serait quoi? Changer... Dans la vie en général. Dans ma vie? Ben, je ne vois pas. Pourquoi je vous dis que je ne vois pas? C'est parce que même quand on a eu des épreuves, on apprend. Et à force d'apprendre différentes choses dans différentes situations et différentes épreuves, ou aussi des succès, quand tout ce qu'on a appris forme notre bagage qui nous a amenés là où on est. D'accord. Et comme là où on est, quand on est satisfait de où on est, ben, on n'aimerait pas changer parce que s'il y a quelque chose qu'on change, ben, peut-être qu'on aurait pu faire le même parcours. C'est certain, c'est certain. Et si vous aviez la possibilité de changer quelque chose dans la vie en général, ça serait quoi? Mon Dieu, si moi je vous donnais ce pouvoir, si je vous donnais... C'est compliqué. Ben, que les gens se respectent mieux, qu'ils s'aiment plus, mais ça a l'air cliché un peu, mais ce serait bien. Ben, regardez, ce qui va arriver peut-être après la crise que nous vivons, peut-être les gens vont savoir que être en famille, donner du temps à sa famille, c'est une bonne chose. Parce que maintenant, là, avant ça, tout le monde courait au plus vite, on écrivait plus vite. On dit avec l'électronique, on va aller plus vite, mais on va aller plus vite, on va aller où? On fait plus de choses. Donc, c'est peut-être apprendre à prendre du recul un peu et dire, bon, il faudrait que je donne du temps à ma famille, à mes amis, à mon réseau social. Pas réseau social, réseau électronique, là. Oui. Personne. Oui, absolument, absolument. Ouais. Ben, une autre question qui est à peu près liée à celle-ci. Quel conseil vous donneriez à la prochaine génération? Conseil, bon, si je regarde toutes les générations, c'est comme une loi. Une génération, l'ancienne pense toujours que la nouvelle ne comprend pas grand-chose. La nouvelle pense que l'ancienne n'a rien fait et ne comprend pas grand-chose. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, ce que je demanderais, commencez pas à jeter la pierre à l'ancienne génération. Voyez ce que vous vivez maintenant, les possibilités que vous avez actuellement et faites votre place là-dedans. C'est parce que c'est chacun qui fait sa place. Ne rendez pas l'autre génération responsable de ce que vous n'avez pas eu, parce que ce que vous n'avez pas eu et que l'autre génération d'avant avait, mais là maintenant, vous en avez peut-être plus. Donc, sachez profiter de ce que vous avez entre les mains et faites votre place. Très bien. Une dernière question pour vous, sénatrice Marie-Françoise Medji.
Que signifie pour vous le griot en moi? Le griot, en vous, je ne sais pas, mais le griot, dans mes études de littérature haïtienne, quand j'étais plus jeune, en Haïti, bon, on avait appris le mouvement Le Griot avec Jean Price-Mars, puis l'ex-dictateur François Duvalier, Lorimer Denis, toute cette équipe-là avait comme bouleversé un peu la littérature haïtienne en nous apportant des valeurs importées d'Afrique, qui considèrent que c'est nos valeurs intrinsèques et ils l'ont transféré dans la littérature, puis c'est un courant littéraire aussi en Afrique. Donc, c'est eux qui l'ont apporté en Haïti. C'est cette image-là qui me reste. Donc, dès qu'on me parle du griot, je vois cette équipe de grands écrivains-là. Ah ben absolument, qui a dû marquer vraiment votre enfance à l'époque. Oui, oui. Nos études aussi, parce qu'on passait des examens là-dessus. Oui. Oui. J'espère que c'est de bons souvenirs. Oui. Je vous taquine. Eh bien, merci beaucoup, sénatrice Marie-Françoise Michi. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.